Avant de parler de chiffres, il faut comprendre une chose essentielle. Le budget cap n'a pas été inventé par pure envie de justice sportive, ni par un caprice réglementaire. Il est né d'un problème beaucoup plus grave. La Formule 1 est en train de devenir économiquement instable. Pendant très longtemps, la Formule 1 a reposé sur un principe très simple. Plus une équipe dépense, plus elle a de chances de gagner, et personne ne remettait vraiment en question ce principe. C'était un sport de constructeurs, d'ingénieurs et de grandes marques. Et dépenser sans compter faisait partie du jeu. Mais à partir des années 2000 et surtout dans les années 2010, cette logique a commencé à poser un problème majeur. Les écarts financiers et techniques devenaient absurdes. Certaines équipes disposaient de budgets dépassant largement les 400 millions de dollars, tandis que d'autres tentaient de survivre avec 3 ou 4 fois moins. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas seulement une question de résultats sportifs, c'est une question de survie pure et simple. Avant l'arrivée du budget cap, à 2 vitesses, les grandes équipes pouvaient multiplier la version des pièces développées en continu, recruter les meilleurs ingénieurs et investir massivement dans leurs infrastructures. Les petites équipes, elles, devaient faire des choix permanents, développer ou fiabiliser, attaquer ou survivre, investir aujourd'hui ou payer les salaires de demain. Résultat, le plateau a été divisé. Il y a eu des écarts chronométriques énormes, une énorme instabilité et des équipes disparaissaient chaque année, enfin, quasiment chaque année. Et chaque disparition affaiblissait le championnat, son image, sa crédibilité économique. Et quand Liberty Media a racheté la Formule 1 en 2017, le diagnostic était clair. Si rien ne change, la F1 deviendra un championnat réservé à quelques ultra riches incapables de se renouveler. Et c'est là que le concept du budget cap entre en jeu. Il a officiellement été appelé cost cap et il s'agit d'un plafond annuel de dépenses que chaque équipe n'a pas le droit de dépasser. Mais attention, ce n'est pas un plafond sur tout ce que dépense une écurie. Ce n'est pas un système de richesse, ce n'est pas un système pour rendre toutes les équipes égales. Le budget cap limite uniquement les dépenses liées à la performance. Son objectif est très simple, empêcher une escalade financière incontrôlable, réduire les écarts structurels entre les équipes et sécuriser économiquement le plateau. Et après des années de négociations entre la FIA, Liberty Media et les équipes, il est officiellement rentré en vigueur en 2021. À ses débuts, le plafond était fixé à 145 millions de dollars par saison, avant d'être progressivement réduit à 140 en 2022, 135 en 2023. Mais ce chiffre n'est pas gravé dans le marbre, il s'ajuste selon beaucoup de facteurs, comme le nombre de grands prix, l'inflation, des circonstances exceptionnelles. Et concrètement, plus le calendrier est long, plus le plafond est légèrement augmenté pour compenser les coûts supplémentaires liés à l'exploitation de la voiture sur davantage de courses. Donc quand on entend que le budget cap est de 135 millions, la réalité est plus nuancée. C'est environ 135 millions selon les saisons. Et ce qui compte vraiment, c'est ce que le budget cap inclut vraiment. Il couvre tout ce qui fait aller plus vite la voiture, recherche et développement, conception de la monoplace, fabrication des pièces, aérodynamique, essai en soufflerie, simulation, salaire des salariés, donc ingénieurs et techniciens, les évolutions pendant la saison, la gestion opérationnelle de la voiture, autrement dit, le cœur technique de la performance. Chaque pièce développée, chaque choix technique a un coût qui entre dans le plafond. A l'inverse, certaines dépenses sont volontairement exclues. Le salaire des pilotes, ceux des 3 personnes les mieux payées de l'équipe, le marketing, les frais de communication, les déplacements, l'hébergement, les activités commerciales et les moteurs, qui sont réglementés séparément. C'est pareil, mais on rentre pas là-dedans aujourd'hui. Alors, ça peut surprendre, mais c'est volontaire, puisque le budget cap ne cherche pas à contrôler la notoriété, l'image ou la capacité d'une équipe à attirer des stars. Il cherche uniquement à empêcher une domination technique basée uniquement sur l'argent. Et pour que tout ça fonctionne, la FIA a mis en place un contrôle ultra strict via Cost Cap Administration. Désolé pour mon accent. Chaque équipe doit tenir la comptabilité détaillée, déclarer chaque dépense et justifier la catégorie dans laquelle elle rentre. Et la FIA fait aussi des vérifications croisées et peut même revenir plusieurs mois après sur certaines dépenses si elles ne sont pas claires. En gros, ce n'est pas un simple contrôle annuel, mais c'est un suivi permanent. Mais attention, le budget cap ne garantit pas l'égalité. Même avec le même plafond, toutes les équipes ne partent pas avec les mêmes armes. L'organisation interne, l'efficacité du process et les décisions techniques font la différence. Grosso modo, 2 équipes peuvent dépenser exactement la même somme et obtenir des résultats radicalement différents parce que le budget cap limite l'excès mais ne supprime pas le mérite, et c'est précisément ce qui permet à la F1 de rester un sport d'ingénieur. Bon, maintenant qu'on a posé les bases sur ce qu'est le budget cap, on va
parler des zones grises du règlement. Parce que dans un sport aussi complexe, il y a des gens qui sont payés pour exploiter des zones où le règlement n'est pas clair, qu'on appelle zone grise. Par exemple, optimiser le budget n'est pas tricher, c'est légal. Mais le contourner volontairement, ça c'est pas très légal. Mais c'est logique. Mais quand vous êtes une grosse équipe et que vous avez une armée de comptables et d'avocats, ou même d'experts financiers au service de votre performance, la question c'est pas comment rester dans le budget cap, mais plutôt comment tirer le maximum de performance de chaque dollar utilisé. Chaque choix technique, chaque répartition de dépenses est analysé, pesé, optimisé pour qu'aucun euro ou aucun dollar ne soit perdu. Et le problème c'est que le budget cap, aussi détaillé soit-il, laisse des zones grises, mais genre beaucoup de zones grises. Par exemple, la répartition des employés. Certaines équipes ont des ingénieurs officiellement affectés à la F1 et d'autres sur des projets annexes, que ce soit les hypercars ou des technologies routières ou des recherches parallèles. Et la question devient alors, quel pourcentage de leur temps réellement est dédié à la F1 et comment le prouver? Autre zone ultra délicate, les infrastructures partagées. Certaines équipes font partie de groupes industriels beaucoup plus larges et partagent les souffleries, les supercalculateurs ou même les logiciels internes. Et enfin, dans les projets hors F1, si une équipe développe une technologie pour d'autres championnats par exemple, est-ce que la F1 a le droit d'en profiter? Et si oui, une partie du coût du développement peut-elle entrer dans le budget cap? Et c'est souvent sur ce genre de détails qu'on a des désaccords entre les équipes et la FIA. Contrôler le budget cap n'est vraiment pas simple, parce que contrairement à une idée reçue, la FIA ne peut pas simplement regarder une facture et dire ok ou pas ok. Le contrôle repose sur des déclarations internes, des conventions comptables et des interprétations réglementaires, et la FIA doit comparer les structures entre les équipes, analyser les écarts, poser des hypothèses et demander des justifications a posteriori. Et c'est un travail long, technique et parfois politique. Et surtout, les sanctions arrivent toujours avec du retard parce que ça prend du temps de vérifier tout ça. Et en cas de dépassement de budget cap, on a le droit à des sanctions. Pour un dépassement mineur, c'est-à-dire à moins de 5%, ça entraîne généralement des amendes, une réduction du temps en soufflerie, parce que oui, le temps en soufflerie est réglementé, des limitations de développement ou des restrictions sportives très ciblées, mais c'est pas non plus énorme. Par exemple, Red Bull avait une énorme amende, avait eu une réduction de temps en soufflerie pour l'année 2023 parce qu'ils avaient dépassé le budget cap en 2022. Et je vous rappelle la saison 2023, Verstappen était large devant, suivi de Perez. Donc en vrai, c'est pas énorme. Ensuite, pour un dépassement majeur supérieur à 5%, ça peut entraîner vraiment des sanctions très lourdes. Des retraits de points, des exclusions du championnat, des pénalités sportives très sévères et une limitation du développement sur plusieurs saisons. C'est genre énorme. Après, sur le papier, les sanctions existent, mais sont quasiment jamais appliquées parce que maintenant les équipes font attention. Mais maintenant, on a le droit de se poser la question, est-ce que le budget cap a réellement changé la Formule 1? Et pour moi, la réponse honnête, c'est oui. Mais pas comme certains l'imaginent. Je m'explique. Le budget cap a clairement obligé les équipes à dépenser mieux et à améliorer leur structure. Et tout ça, ça a même contribué à réduire les écarts. Mais il n'a pas rendu toutes les équipes égales comme annoncé au début. Ça n'a pas empêché totalement les controverses et ça n'a pas supprimé les dominations. La F1 n'est pas devenue une coupe monotype. Elle reste un sport où l'ingénierie, le talent et le choix stratégique comptent. Et le budget cap a simplement ralentit la capacité des plus riches à écraser les autres uniquement par l'argent. Après, il faut aussi garder en tête des limites structurelles. Si on prend Ferrari à Maranello, ils ont déjà des usines depuis très longtemps qui sont implémentées, et une nouvelle écurie comme Haas qui doit reconstruire tout de A à Z, ou même Cadillac ou Audi maintenant, elles partent déjà avec un énorme handicap. Donc au final, si on devait en tirer une conclusion, le budget cap, c'est pas une révolution parfaite, mais c'est pas non plus inutile. C'est un outil qui est vraiment imparfait, mais qui est pour moi nécessaire. Il ne cherche pas à rendre la F1 artificielle ou à brider l'ingénierie. Son but est juste de garantir que le sport ne s'auto-détruise pas financièrement, et ça permet de rendre la compétition beaucoup plus saine. C'est un équilibre ultra fragile, mais c'est ce qui permet à la Formule 1 de continuer à être ce qu'elle est, au summum de l'ingénierie et de la compétition automobile. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!